Cette semaine, Méditerranéo vous emmène dans les Pouilles à la découverte du franco-provençal entre Languedoc et Languedoy. Nous voguerons ensuite à bord de voiliers de légende au large de Monaco, avant de mettre le cap sur la Corse, les îles sanguinaires et leurs nombreux visiteurs. Nous finirons notre voyage au Monténégro, où le tourisme a vraiment commencé à se développer il y a une dizaine d'années. Le franco-provençal, appelé aussi arpitan, est une langue romane parlée en France, en Suisse, mais aussi en Italie, notamment dans 2 enclaves de la région des Pouilles. Entre Languedoc et Languedoy, longtemps délaissé par les pouvoirs publics, le franco-provençal est aujourd'hui bien vivant. Perché à 866 mètres d'altitude, Faeto est le plus haut village des Pouilles. Mais sa notoriété ne se limite pas à la géographie. Faeto est aussi célèbre dans toute la région pour ses jambons et pour son parler. Quindi 12 climati che si formano tra Sella del Mare e Sella dello Appennino, avendo questi microclimi particolari. E lo prosciutto è settiché, che ce lo fai assaggiare. Des mots se rapprochant du français, des sonorités italiennes, quelques emprunts à l'occitan. Ici, on parle le franco-provençal, ou plus simplement, le faetan. Ne parlano faetano, ne parlano faetano, perché qui lo parlano tutto quanto. Roba, cirella, pettè, mezzano, tutto quanto. Buon appetito! C'est la langue qu'on utilise tous les jours, la langue avec laquelle on pense, on chante et on rêve aussi en franco-provençal. C'est bizarre, non? Le franco-provençal est une sorte de chaînon manquant entre Languedoc et Doy, parlé dans certaines régions alpines de France, Suisse et Italie. Incoronata Di Stefano est née ici. Elle travaille près de Rome, mais revient au village dès qu'elle le peut. C'est le monument qui représente Faeto, toute la tradition de Faeto. L'économie, c'est une économie agricole, donc vous voyez des animaux domestiques. Et la première image, au contraire, il représente l'intérêt pour la culture, pour notre culture. 500 personnes environ vivent à l'année à Faeto. L'été, la population s'accroît considérablement et c'est toujours au café que Nicolas Pastor et les autres faétans se retrouvent. 10, 12, 10, 4, 14. 14 à 22. Et ici, comme ailleurs, la conversation se déroule en faétan. L'été, quand les émigrés reviennent, Faeto se repeuple. La langue est vivante si elle est parlée, s'il y a des locuteurs. Cependant, dans le fait de s'expatrier, il y a aussi un aspect positif que nous devons voir, puisque nous exportons aussi notre culture dans les villes où nous allons vivre. La famille Pastore a fait le choix de rester au village. Nicolas a écrit sur l'histoire de Faeto, fondée au XIIIe siècle par des soldats de Charles d'Anjou, venus de Savoie, à la demande du pape, défendre la région contre les Sarrasins. Après cette bataille, beaucoup de Français, beaucoup de ces soldats, avec l'édit de Charles d'Anjou, ont reçu des terres sur ces montagnes qui ressemblaient beaucoup au territoire franco-provençal d'où ils venaient. Et donc, une centaine de soldats s'est installée sur le castrum Crépacordis, sur le mont San Vito. Et c'est là qu'il y eut le premier noyau de Faeto. Et depuis, la langue s'est accrochée aux montagnes de Faeto et du village voisin de Celle di San Vito, et elle compte toujours beaucoup.
C'est l'attachement à mon pays, puisqu'on ne la parle qu'ici, et à Celle. Ce n'est pas une chose que tout le monde sait faire, et donc c'est quelque chose, disons, un peu élitiste. Avec vous, je parle italien. Si je me tourne vers mon mari ou mes enfants, c'est automatique de parler en phaéton. Si nous arrivons à conserver une telle langue, ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et même si depuis quelques années le franco-provençal n'est plus enseigné à l'école, la relève est bien là. Salvatore a 11 ans et le phaéton est sa langue du quotidien. Moi, ça me plaît parce que c'est une langue que je peux parler avec un peu tout le monde, avec ma grand-mère, avec mon père. À l'école, non, je parle en italien parce que les amis ne sont pas trop habitués à parler le franco-provençal. Les mots dormaient. Pendant 2 semaines chaque été, l'école du village accueille l'université francophone d'Italie du Sud. Il s'était posé sur... Cours de français, initiation au franco-provençal, conférences, ateliers, projections, avec le soutien de la Renaissance française, une association fondée en 1915 par Raymond Poincaré pour promouvoir la francophonie. La Renaissance vient aussi au secours des langues minoritaires, comme le franco-provençal. L'idée a été double, les insérer dans l'ensemble francophone et ensuite profiter de l'ensemble francophone pour leur apporter l'aide nécessaire à la protection et à la sauvegarde de leur culture et de leur langue. Pour contribuer à cette sauvegarde, le linguiste Giovanni Agresti a pour projet l'élaboration d'un manuel d'apprentissage du franco-provençal des Pouilles. Une langue qui reste assez éloignée de celle encore parlée dans les régions d'origine, comme le Lyonnais, la Savoie, la Suisse romande ou le Val d'Aoste. Quand on a une diaspora linguistique, ce sont les espaces périphériques qui gardent les formes plus anciennes de la langue. Évidemment, en plus de ça, il y a un métissage avec des parlers locaux, des parlers romans locaux. L'italien, le castelluccese, qui est un dialecte d'un village à 8 km d'ici, contribue à singulariser cette variété. Ce jour-là, au programme de l'université d'été, une chasse au trésor, en phaéton bien sûr. L'amite può accettare, ma cum a me addiventa pa che Gese pato che ho vinte dirre tenie tutto a poste per fa firre. Des énigmes pour découvrir le village et son histoire, pour aller au contact de ses habitants. Terra, teni tutto a posto per la fiera. La fiera. Cioè la fiera può essere il Perché qua mercato. dice, senti Ciro, da me te puoi accettare, Da ma me- come da me puoi puoi comprare, comprare. ma come a me devi andare, come me non devi diventare. Beaucoup de jeunes gens dans les équipes, ceux-là même qui sont nombreux à quitter Faeto pour étudier ou travailler, mais qui ont entre leurs mains l'avenir de la langue. La Méditerranée est un terrain de jeu privilégié pour tous les amateurs de voile. Les plus beaux voiliers d'époque, magnifiquement restaurés, s'y retrouvent régulièrement pour des régates classiques. Des bateaux de légende, témoins d'une époque où le nautisme était à la fois un sport et un art de vivre. Ils sont tous là, en Méditerranée, les plus beaux voiliers classiques du monde. Des bateaux de légende, prêts à relever de nouveaux défis. Un magnifique spectacle de yachts, de sloops, de goélettes, de ketch. Des merveilles qui n'ont pas de prix
et qui font encore la fierté des grandes familles d'Europe. À la fin de l'été, ce petit monde de la voile classique se retrouve à Monaco pour le lancement de la saison des régates, un rendez-vous chic et incontournable. Daniel Charles, historien et membre du jury, monte à bord d'Eleonora. Il contrôle les bateaux qui accostent. C'était vraiment bien. On a beaucoup bougé. On a été dans les Caraïbes. Et là, on vient de finir le tour complet de la Méditerranée. Et on est rentré il y a 5 jours. Eleonora est une réplique exacte d'un bateau coulé dans les années 50. Cet historien est littéralement tombé sous le charme. La largeur de ces goélettes, là, c'est toujours totalement bluffant. Et ça, c'est donc le bateau initial, celui qui est mort en 54. Mais son esprit vit toujours. Un bateau avec des livres, ça, c'est un plaisir. Une première édition de Kipling, c'est génial, ça, quand même. C'est une machine à remonter le temps où on retrouve les gestes, le plaisir d'être sur une grande goélette de 1907. On dit qu'un bateau en bois, c'est un trou dans l'eau, entouré de bois, dans lequel on verse de l'argent. Oui, c'est comme ça, mais c'est de la passion pure. Pendant ce temps, à bord du Twiga, le bateau du prince Albert, la bataille fait rage. Pour la principauté, pour le Twiga et pour l'honneur. À victoire! On remonte derrière, on se met clair. C'est la 3e régate de la saison et tout le monde se situe dans un point. Donc c'est vraiment important, là il ne faut rien lâcher. À Madour, le bateau de Tom n'est pas là pour la performance. Ce ketch de 17 mètres a d'autres atouts. Son pont en teck massif et ses courbes généreuses ont tout de suite séduit l'ancien ébéniste. Et moi, j'ai donc refait tout l'intérieur en menuiserie acajou, massif, coupé d'onglets. Et il y a un petit violoncelle qui apparaît entre les pieds des tables. Vous voyez un demi-violoncelle exact. Hein. Je l'ai tracé sur un violoncelle montagnard. Tom et les jolies lignes d'Amadour vont pouvoir s'afficher pendant le concours d'élégance, le rendez-vous rétro de ces régates monégasques. Cette tradition héritée des années folles tient à cœur d'Isabelle Andrieux, l'organisatrice des régates. On veut créer un petit plus par rapport aux autres événements qui existent en Méditerranée. Donc on essaye d'avoir des concours d'élégance avec la tenue des équipages, le respect à l'étiquette. Ça peut être aussi des petits coups de cœur. Le jury peut avoir des coups de cœur. On veut s'amuser. C'est une semaine de festivités. Les membres du jury ne prennent pas cette affaire à la légère. Un voilier en bois, c'est un peu comme une œuvre d'art qu'on admire et examine sous toutes ses coutures. On ne possède pas un bateau, on en prend soin. Ce pourrait être la devise de tous les participants de la dernière régate de la saison, organisée à Saint-Tropez. On retrouve Philippe et Nan avec un nouvel équipage, des clients fidèles et motivés. Chaque régate est différente, chaque régate c'est une nouvelle ambiance, une nouvelle météo et des nouvelles personnes à bord. Ici, en l'occurrence, ces personnes qui sont là, pour une grande partie, au moins la moitié, ça fait plus de 10 ans qu'ils viennent à bord. On est content d'arriver, qu'on soit là, que le bateau soit encore en parfait état, voilà. On essaie de faire un résultat, bien sûr. Ouais. Le bateau de Tom est aussi là. Il s'en sort bien dans des conditions plutôt sportives. Nan s'élance lui aussi dans la course.
Le bateau s'avère très rapide et la victoire est peut-être en vue. Bravo les gars, super regarde, énorme. Pour le nan, les pupilles. Vous nous avez vu arriver, on avait les yeux qui pétillaient de bonheur, en plus on a fait un bon résultat, donc ça vaut tous des moments, c'est vraiment magique, très magique. Pour son dernier convoyage de la saison, Philippe a une pensée pour son grand-père, qui a tenu cette barre avant lui. Il a aussi de beaux projets de régate pour Nan, qui est aujourd'hui un magnifique patrimoine et une entreprise pleine d'avenir. Archipel sauvage, fonds marins ou plages paradisiaques, l'île de Beauté abrite de nombreux sites naturels exceptionnels qui promettent aux touristes un dépaysement total. Mais l'ouverture au public d'un environnement si fragile pose chaque jour la question de sa préservation. Un petit bout de terre chargé d'histoire à l'entrée du golfe d'Ajaccio. Chaque été, l'île de Mezzumare s'offre aux curieux venus voir d'un peu plus près cet archipel des sanguinaires. Je regarde déjà les ruines et j'aime bien aussi la couleur de l'eau. Ouais, c'est magnifique, c'est très beau. À terre, l'île semble aride. Cet environnement austère, voire hostile, cette naturaliste le fait découvrir aux visiteurs. Ici, vous avez le lentisque, qui sent très très fort, qui est utilisé pour faire un mastic aseptisant pour les dents, les choses comme ça. Au fil des siècles, les hommes ont façonné les sanguinaires. Zone de quarantaine pour les marins. Ceux atteints par la peste avaient le sang noir, en Corse, i sanguinari. Plus tard, Alphonse Daudet dépeint une île rougeâtre et farouche fuie par les hommes, aujourd'hui racontée par Christine Natali. Au sommet de ces montagnes, on a pratiquement un climat de la Suisse. Et ici, à peine 40 km, on a un climat de l'Afrique du Nord. Souvent, cette passionnée interpelle les touristes sur la nécessité de préserver le site. Comment on l'exploite sans le détruire? Ça aussi, c'est l'enjeu majeur. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on vient au printemps quand les oiseaux nichent? Qu'est-ce qu'on fait ici l'été? Pour que le site garde toute son attractivité, permettre une activité économique, de visite, de croisière, sans y perdre le patrimoine. Entre sauvegarde et ouverture au public, une équation délicate que Jean-Pascal Chaton y tente de résoudre. Il est le directeur du site, un Ajaccien tombé amoureux de l'île et de son histoire. Nous sommes donc dans l'ancien sémaphore du golfe d'Ajaccio qui a fonctionné jusqu'en 1960, qui est dans l'état où il a été fermé, remplacé par le sémaphore de la colline de la Parade, entièrement automatisé. Et nous voyons l'architecture de l'époque, du 19e, avec ces cellules, ces chambres où les marins dormaient et venaient contrôler à tout moment, y compris quand ils se reposaient, ils avaient la vue sur la zone qu'ils contrôlaient. Ce qui le préoccupe aujourd'hui, ce sont ces navires, de plus en plus nombreux sur les côtes de l'île. Ce mouillage n'est pas organisé, ce qui veut dire que les ancres raclent l'herbier de Posidonie, donc il va être de plus en plus urgent d'organiser ce mouillage. Ça, c'est un problème. L'herbier de Posidonie, c'est cette plante de Méditerranée. L'abri de nombreux poissons, des rougets, des saupes, des girelles, qui croisent cette grande nacre. Des fonds marins que sont venus découvrir ces touristes. Un baptême de plongée dans un cadre exceptionnel. L'extérieur, on voit la côte, la mer, et l'intérieur, on voit les animaux marins, les plantes. Tout est magnifique. Franchement, c'est terrible. Tu l'as vu la murette aussi? Oui. Ah, c'était trop bien. En fin de journée, plongeurs et promeneurs piquent une dernière tête avant de quitter l'île et de rejoindre Ajaccio. Direction la pointe de la Parade et sa tour génoise. À l'heure où la chaleur retombe, chacun s'installe sur les rochers encore chauds pour contempler ce crépuscule des plus flamboyants. Au large, le soleil et la Méditerranée font cause commune pour couvrir d'un voile sang et or l'archipel des sanguinaires. Le Monténégro est aujourd'hui une destination prisée, mais encore préservée du tourisme de masse.
En 2006, au moment où le pays fêtait son indépendance, les vacanciers du monde entier découvraient ses paysages et ses prix attractifs, avec un risque, bouleverser l'équilibre écologique et l'authenticité de la région. Voici notre séquence mémoire. Le tourisme au Monténégro a le vent en poupe, mais la nouvelle donne politique n'en est pas la raison essentielle. Il faut regarder aussi du côté des paysages, d'un environnement encore préservé, et surtout du côté des prix. À Budva, environ 15 € par jour pour un hébergement en hôtel de moyenne catégorie, 5 à 10 € en logement privé, 100 à 110 € pour un hôtel de luxe. La plus grosse demande se porte d'ailleurs sur cette dernière catégorie, et on construit dans ce sens. Édifié sur l'emplacement d'un ancien hôtel, et pour l'essentiel avec des capitaux étrangers, un 5 étoiles commencé en février 2005 n'est pas tout à fait terminé. 10 étages, 750 lits, il occupe une surface de 4 hectares, directement sur la plage. Une superbe carte de visite pour le tourisme monténégrin et une grande claque à l'environnement. Il n'y a pas de loi sur l'aménagement du territoire. Il n'existe pas de règles qui définissent clairement où on peut construire et où on ne peut pas. En tout état de cause, le Monténégro prend très au sérieux le problème des constructions sur le littoral. Le plan qui doit être adopté par le Parlement prend en compte tout cela et surtout le développement durable, c'est-à-dire un compromis avec la nature. C'est un problème auquel sont confrontés d'autres pays de la région. En Croatie, en Albanie, sur toute cette portion de la côte adriatique dont le Monténégro fait partie, le problème est présent plus ou moins partout. Le Monténégro, s'il veut faire définitivement du tourisme son activité première, sera bien obligé de se préoccuper de ces problèmes. Changement de décor, dans l'intérieur des terres, à 1 heure de route des fastes de Budva et de la côte, un ancien village de pêcheurs sur le plus grand lac des Balkans, le lac Skadar. Cette immense étendue d'eau de 370 km² appartient pour les 2/3 au Monténégro, la partie sud étant albanaise. Les ruines d'une forteresse royale, utilisée jusqu'au début du XXe siècle, dominent le lac. Ici, tout est pratiquement resté en l'état et devrait continuer à l'être. La zone est classée parc naturel. Depuis une dizaine d'années, Shinka a transformé en auberge la maison familiale de son mari. Toutes les fins de semaine, elle propose poissons du lac et légumes biologiques. Un exemple de tourisme écologique, mais qui déjà est menacé. Des Russes ont acheté une des maisons du village et du terrain. Ils ont déposé un projet de complexe touristique et ça fait boule de neige. D'autres acheteurs russes, accompagnés par des intermédiaires monténégrins, viennent régulièrement prospecter pour s'installer. Effectivement, si des gens viennent s'installer ici, c'est obligé que ça perturbe la nature. C'est à nous à faire attention et à préserver tout ça. Être vigilant et préserver le capital nature, le Monténégro, qui s'est déclaré dans sa constitution de 1992 État écologique, devrait pouvoir y arriver. Ce qui semble plus difficile, c'est d'échapper à la mainmise des investisseurs étrangers. La majorité des Monténégrins n'est pas assez riche pour investir directement. Le risque est grand de se laisser déposséder de sa propre terre et de ne récolter que les miettes d'une activité touristique qui semble devoir rapporter gros. C'est la fin de Méditerranéo. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée.